Bonjour à tous. Alors je me présente, je suis Marjolaine Tassé du Journal du Net. Je couvre la rubrique SEO au Journal du Net. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer une table ronde au sujet de l'avenir du SEO avec trois grands spécialistes. Donc je vous présente tout d'abord Vincent Terrazi, qui est responsable data marketing chez OVH. Ensuite, je vous présente Olivier Dufez, qui est consultant SEO, créateur de WebRank Info et cofondateur de Ranking Metrics, tout à fait, et Olivier de Ségonzac, qui est directeur associé chez Resoneo, agence SEO, SIA, digital marketing. Voilà. Donc, l'avenir du SEO est un avenir en permanence, en mouvement, parce que le SEO lui-même est tout sauf immobile et figé, c'est ça. Et pourtant, il y a les parties qui ne bougent pas, il y a toujours des piliers du SEO qui restent stables depuis pratiquement les premières heures du SEO. Et puis, il y a toute la structure qui bouge autour. Dans un premier temps, je me disais qu'on pourrait se demander, se parler des CTR, les taux de clic qui, on a vu un certain nombre de chiffres, sont annoncés comme étant en baisse régulière. Et pourtant, le nombre de recherches effectuées chaque jour ne cesse d'augmenter. Et aujourd'hui, du coup, pour un référenceur, comment rester dans la course face à cette problématique. Alors, Olivier, toi qui observes le SEO chaque jour depuis des années. Eh bien, effectivement, on a vraiment une tendance nette à une accaparation. Non. Google s'accapare le trafic, voilà. Comme d'ailleurs ça a été présenté une ou deux fois déjà depuis ce matin. Franchement, si on est transparent, honnête, oui, c'est clair, il y a vraiment une forte tendance à avoir des risques de moins de trafic depuis les SERP parce que Google se le prend, hein, tout simplement. Faut peut-être malgré tout voir les aspects qui restent positifs et essayer de continuer dans la course. Il y a un petit côté, je vais essayer la branche sur laquelle je suis, mais en fait, on va continuer, je pense, de devoir suivre les règles de Google qui nous dit utilisez schema.org, débrouillez-vous pour... ils ne disent pas ça, mais débrouillez-vous pour avoir la fameuse position 0. Il reste encore des petites pistes qu'il faut continuer de garder. Et puis, on ne fait pas que la compétition contre Google qui veut garder les internautes chez lui. C'est notre métier. On l'a aussi contre les autres sites. Et il reste des aspects qui paraissent tellement basiques qu'on ne veut même plus les faire. D'ailleurs, ça a été cité ce matin et je trouvais ça très intéressant. C'est ceux qui font que du SEO. Non, ceux qui font du SEO et pourtant qui font aussi du SIA, comment c'est possible qu'ils ne soignent pas leur description, ne soignent pas réellement bien leur titre encore, certains, alors qu'ils l'ont calculé dans Google Ads. Ils voient très bien que travailler sa description, ça améliore le taux de clic, et taux de clic, ça améliore le trafic. Ça paraît dingue de dire ça encore, c'est tellement basique, mais sur la multitude des pages, je ne parle pas que de la page d'accueil, il faut qu'on soit carré à 100% sur tout ça. Voilà. Merci. Et en pratique En pratique, il y a un truc dont il faut toujours se rappeler aussi, c'est que Google ne produit jusqu'à présent pas une ligne de contenu tout seul. Donc il va chercher le contenu des éditeurs, et c'est grâce à ça qu'il apporte des résultats pertinents aux utilisateurs. En échange, il envoie du trafic au site éditeur. Donc le jour où l'équilibre ne sera plus respecté et où les éditeurs n'y trouveront plus leur compte, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus assez de trafic versus le contenu qu'ils fournissent gratuitement à Google, peut-être qu'ils décideront de désindexer leur contenu. Ça, c'est, on va dire, la vision un peu philosophique, macro de l'écosystème.
mais ça reste une réalité. Alors, c'est vrai que Google, de plus en plus, tire sur la corde et réduit la visibilité des résultats organiques. Il change de manière régulière l'anatomie des pages de résultats. Donc on voit de plus en plus d'éléments graphiques, par exemple, des tableaux, des graphes. Il y a de plus en plus d'éléments visuels aussi. Beaucoup d'images, de thumbnails, des vidéos qui se jouent parfois de manière automatique dans les résultats. Donc il évolue de plus en plus vers un système, c'est pas nous, ça fait longtemps qu'on le dit, un système un peu portail avec une certaine moteur de réponse, éditorialisation de l'information, des réponses apportées automatiquement. Donc ça, c'est un premier point pour avoir un peu de prise de hauteur sur la question. Ensuite, il y a un chiffre sur lequel Google communique depuis des années et qui est a priori toujours valable. C'est que 15% des recherches qui sont faites chaque jour sur le moteur sont des recherches que le moteur n'a jamais vues auparavant, qui sont entièrement nouvelles. Ça va s'amplifier certainement avec l'évolution des devices auxquels on va s'adresser en parlant directement, donc les objets connectés, les assistants divers et variés. Les requêtes s'allongent, près de la moitié, je crois que c'est 40% des requêtes qui sont faites sur Google sont réalisées avec 4 mots et plus, donc ce sont des requêtes de plus en plus longues. Et puis en parlant, bien sûr, on fait des requêtes aussi là, qui sont longues. Donc le jeu, ça va continuer à produire des contenus pertinents pour répondre à toute cette multitude de requêtes qui sont de plus en plus nombreuses. Et même si sur chacune des requêtes, le taux de clic est effectivement de moins en moins élevé pour les résultats organiques, le nombre de requêtes fait que la fameuse longue traîne est toujours pertinente et valable aujourd'hui. Voilà. Et je pense que Google fera ce qu'il faut pour que ça reste le cas sur la durée. Sinon, il se tire une balle dans le pied, quoi. Et est-ce que la data, l'utilisation de la data peut permettre justement d'optimiser son taux de clic ou de rester dans la course du SEO face à cette problématique? Oui, bien sûr. Donc nous, on utilise la data tous les jours, notamment, je vais venir compléter ce que vous avez dit, sur les intentions de recherche. Il faut savoir qu'il existera toujours des niches, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a mis en place des algorithmes assez sophistiqués. On est capable d'identifier des recherches autour de requêtes commerciales, autour de requêtes informationnelles et surtout, une nouveauté qu'on fait depuis l'année dernière, c'est des requêtes no man's land. C'est-à-dire que Google est tellement présent que ça ne sert à rien de perdre son temps, d'essayer de se positionner sur ce type de requêtes. Pour imaginer l'âge d'un acteur, etc. La personne, une fois qu'elle a l'âge de Brad Pitt, elle ne va pas aller sur votre page. Quelque chose que j'entends pas assez, et c'est hyper important pour rester dans la course, c'est de comprendre Google RankBrain, qui a été déployé depuis quelques années, qui a complètement changé la donne en SEO. Il est un peu moins mentionné en ce moment dans les conférences SEO. Pourtant, c'est hyper important de comprendre son fonctionnement pour comprendre qu'est-ce qui est mis en avant par Google. Et après, on ne l'a pas cité, il y a deux choses extrêmement importantes aussi, c'est que si vous avez du budget pour rester dans la course, il ne faut pas hésiter à faire du SIA ou de l'affiliation. Tout le monde a des budgets limités, donc il faut faire de l'affiliation ou du SIA au bon moment et surtout sur les bons produits. Donc ça fonctionne très très bien pour rester dans la course. Et le dernier point, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un concept qui avait d'ailleurs été lancé par Google, ça s'appelle le SMOT, c'est Zero Moment of Truth, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à travailler les autres canaux, c'est-à-dire que quelqu'un avant d'acheter, il ne passe pas seulement par le SEO, c'est-à-dire il peut aller voir des avis sur un blog, il peut passer par un comparateur de prix pour recevoir un email, donc ne surtout pas hésiter à travailler les autres canaux pour performer sur le SEO. Il faut voir vraiment ça comme un tout, cette course en 2019. Merci. Et alors, on parlait tout à l'heure des piliers du SEO, qui sont traditionnellement le SEO technique, le contenu et le netlinking. Dans le futur, dans les années à venir, en 2019 et puis dans les 5 années à venir, à votre avis, comment ces piliers vont évoluer ? Et qu'est-ce qu'il va falloir le plus ? Est-ce qu'il y en a un qui va se démarquer par rapport aux autres ? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler ? Comment il va falloir organiser l'architecture d'une stratégie SEO dans les années à venir ? Je ne pense pas qu'on en verra vraiment disparaître. Hein. De toute façon, ces trois-là, ils sont là pour longtemps encore. Moi, souvent, j'aime rajouter la notion d'expérience utilisateur, même si parfois on peut l'imbriquer, je ne sais pas moi, dans le contenu. Mais pour moi, c'est presque un quatrième pilier, tellement c'est devenu hyper important. Au niveau de la technique, faut faire un peu attention aux mots, au concept qu'on cache derrière ça. On n'en est pas à dire la technique, c'est de vérifier que
notre page, elle n'est pas en 404, ou il y a des milliards de choses à faire au niveau de l'optimisation technique d'un site. Alors, bon, ok, je ne parle pas vraiment d'un site de 5 pages, mais il y a vraiment des milliards de choses à faire, c'est énorme. Et surtout, avec la chance qu'on a aujourd'hui, d'avoir des outils de plus en plus sophistiqués et qui nous font gagner un temps fou et une efficacité, et puis nous trouver le bon levier à actionner, parce que c'est lui qui va être le plus rentable. Moi, je suis persuadé, ce que je vois dans ma plateforme MyRanking Metrics, c'est que les gens, ils veulent absolument des priorités. Ils veulent prioriser tout. Et donc, pour la partie technique que je connais très bien, on a trop de choses à faire en général. Voilà, on a des datas dans tous les sens. Et en fait, il faut absolument construire des algos, voilà, pour les combiner, ces informations plutôt techniques. D'ailleurs, dans technique, il y a technique pure et dure, et il y a technique reliée au contenu, sans faire forcément d'analyse sémantique, ne serait-ce que, par exemple, savoir repérer qu'une page, elle manque de contenu. Elle manque de contenu, juste. Est-ce que c'est du contenu ou de la technique? Je ne sais pas, c'est entre les deux. Et puis après, on peut même plugger les aspects techniques. François Goub, il en a parlé ce matin, c'était hyper intéressant, sur le fait qu'on a une page qui compte énormément au niveau business, et elle est en profondeur 15 sur notre site. Attendez, c'est quoi ça? Et bien ça, c'est un outil qui va nous dire, allez, je prends ça et ça. Et ça, je pense qu'il y a une marge de progression, mais énorme. Et je le vois encore très efficace dans les années à venir. Voilà. Ouais, c'est sûr que si on me demandait de choisir entre un des 3 leviers, j'aurais du mal, puisque les 3 sont nécessaires et imbriqués. J'ai l'habitude de dire qu'il y a un frein qui est la technique et 2 accélérateurs qui sont le contenu et la popularité. On peut aujourd'hui, et Vincent va sans doute nous en parler tout à l'heure, utiliser la technique pour produire du contenu. Un site sans contenu, il ne va pas aller très loin, et un site qui a du contenu mais pas de popularité, il ne va pas aller très loin non plus. Donc on a besoin des 3, et à l'avenir, ce sera certainement sans doute encore le cas, même si effectivement le métier se spécialise de plus en plus et on a besoin d'experts pour chacune des facettes de ce métier-là. Il y a 15 ou 20 ans, quand les premiers SEO, c'était comme les premiers webmasters, ils faisaient un peu tout, quoi. Ils faisaient le site, ils faisaient la technique, la commerciale, le marketing, le contenu. C'était un peu l'homme à tout faire. Aujourd'hui, ça se spécialise. On va avoir des data scientists SEO, des copywriters SEO, des geeks littéraires, enfin peu importe comment on va appeler chacune des spécialités, mais ça devient de plus en plus, et heureusement, et puis c'est aussi la maturité de la profession, ça devient de plus en plus spécifique, complexe. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et, ouais. Donc moi, je vais compléter avec un ordre qui va rapidement vous paraître très logique. En premier, je mettrai la technique. Il faut faire les 3, mais en premier, je mettrai la technique pour la simple et bonne raison qu'avec la data science, à l'heure d'aujourd'hui, on est capable de prédire ces facteurs de ranking sur un site précis. Ensuite, pourquoi toujours la technique en premier? Donc ça, c'est une nouveauté qui a été lancée par Facebook fin 2018. Maintenant, il existe des algorithmes qui sont capables d'auto-corriger le code. C'est-à-dire que tous les basiques SEO, dans les mois, dans les années à venir, par exemple des erreurs sur le robot TXT, des métadescriptions, ça sera automatiquement corrigé par des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc ça va permettre aux SEO et aux développeurs de se concentrer sur les choses à forte valeur ajoutée. Ça, c'est le premier point. En deuxième point, moi, ce que je mets toujours, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'avec la data science, vous allez connaître le contenu à produire. Mais derrière, après, il va falloir le produire. Et donc avoir une équipe, la bonne exécution, etc. etc. Donc il y a plusieurs manières de produire du contenu. Et enfin, le dernier point, c'est le netlinking. Là, on l'a peu évoqué. Mais je pars du principe que si vous avez des pages de qualité, les liens vont se faire automatiquement en fait. Les liens vont arriver à travers les réseaux sociaux, les blogs, les différents articles, etc. etc. Donc je pense qu'il y a cet ordre assez logique entre la technique, le contenu et le netlinking. Alors demain, est-ce que le contenu sera complètement automatisé? Et le SEO en général, mais le contenu, alors le SEO, donc tu en parlais effectivement, on peut avoir la génération
corriger les erreurs, etc., de manière automatisée. On parle aussi beaucoup, de plus en plus, de la génération de contenu automatisé. Est-ce que ça fait partie de l'avenir du SEO? Ok, donc là on est sur mon sujet préféré. La génération de contenu à l'heure actuelle, ça marche absolument sur tout type de médias. La vidéo, par exemple, vous avez un présentateur chinois qui est complètement créé en images de synthèse, même la voix est générée. Ça marche parfaitement sur les images, faites des recherches. La génération de visages maintenant en HD très haute qualité, ça marche à la perfection. Et le dernier, c'est là où je me suis spécialisé, c'est la génération de contenu texte de forte qualité. Donc il existe différentes techniques. Le transfert de style, donc c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en anglais, on est capable de prendre un texte écrit par exemple par une femme et de retranscrire comme s'il a été écrit par un homme. Je me suis amusé avec le journal d'Anne Frank, ça donne des très bons résultats. Ensuite, on peut imaginer aussi prendre un texte écrit par un ado de moins de 10 ans et le retranscrire comme si ça a été écrit par une personne de plus de 60 ans. Et aussi, dans le transfert de style, vous avez tout ce qui concerne l'émotionnel. Par exemple, prendre des commentaires complètement négatifs et derrière les rendre ultra positifs. Donc ça fonctionne très très bien et je pense que ça sera de plus en plus utilisé. Je passe les traductions, la traduction automatique, notamment avec DeepL, Sistran et autres solutions. Donc là, à OVH, on utilise énormément DeepL, on est à peine à 5% de retouches sur les textes qui sont utilisés. Et le dernier point, c'est les résumés de texte. Donc les résumés de texte, là aussi, en anglais, on freeze 60% de corrélation avec un texte écrit par un humain. Donc en gros, avec plus que 40% d'écart en termes de phrases. Donc là, on fait d'énormes progrès. La question, ça serait maintenant, qu'est-ce qui manque? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui manque en fait pour être capable de générer des articles complets, des romans, etc. En fait, ce qui manque, c'est la créativité. Ce qui manque, c'est l'émotionnel. Et pourquoi on est incapable à l'heure actuelle de faire ça? C'est pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de dataset labellisé. C'est-à-dire que là, quand vous regardez Netflix, il n'y a personne qui vous filme pour regarder vos réactions. Quand vous lisez un livre, il n'y a personne qui vous filme pour regarder vos réactions. Donc je pense que c'est la dernière limite, c'est ce manque de données flagrant pour aller chercher l'émotionnel. Et après, bien sûr, il y aura des complexes très compliqués comme l'ironie, etc., qui vont demander encore des années avant d'arriver dans la génération de texte. Alors, juste une question, ça c'est une limite pour les utilisateurs, mais est-ce que c'est une limite pour les moteurs de recherche? C'est-à-dire? C'est-à-dire que si on peut générer du très bon contenu, finalement, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir cette touche de fantaisie, cette touche d'émotionnel? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que demain, on aura, notamment pour un certain nombre de sites qui finalement ne misent pas à la base sur le contenu, des sites e-commerce qui vont vendre, je sais pas, des produits, des machines de bricolage, c'est pas forcément ceux qui vendent le plus du rêve. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce type de site fasse générer leur contenu de manière complètement automatisée à l'avenir? Mais il n'y a même pas d'avenir là, de futur. On sait très bien qu'il y a déjà des sites, je sais pas, on va dire lemonde.fr pour donner les résultats des élections. Tout est entièrement automatisé. Il n'y a pas un seul humain qui s'en occupe. Ah si, il y a des humains à la base qui ont conçu le système, bien, comme dans tout système d'IA d'ailleurs. Mais voilà, il y a des milliers de pages qui sont créées. Il n'y a aucun internaute qui se rend compte qu'en fait, c'est un robot qui a créé le texte. Et ça, c'est même pas du futur, c'est du passé. Ça fait des années que ça existe. Et aux États-Unis, apparemment, ça explose. Voilà, moi, je l'ai vu aussi dans le secteur de l'immobilier, des petites annonces, par exemple. On s'embête plus, on s'embêtera plus à générer, à rédiger plutôt des textes d'annonces. L'internaute, il sera content, Google aussi. D'ailleurs, si on va vraiment plus loin, Google, il a encore besoin de nous pour crawler nos sites et trouver du contenu. Et là, on est en train de dire, mais ça va devenir facile, entre guillemets, de créer du contenu. Alors pourquoi Google aurait encore besoin de nous? Pourquoi il ne le créerait pas lui-même, finalement? Effectivement. Mais surtout, moi, juste un point sur la traduction. Ça me fait un peu peur en tant que producteur de contenu, quand je sais à quel point c'est balèze, on passe un temps dingue à rédiger des contenus de qualité, ça me fait flipper de savoir qu'en fait, en rien de temps, je vais aller me servir à l'autre bout du monde, je prends une page dans un contenu qui n'est pas ma langue, un petit passage à un coup d'API chez DeepL ou qui vous voulez,
et vous avez traduit le contenu que vous avez volé dans la langue qui vous intéresse, est-ce que Google va se rendre compte? J'en sais rien. Est-ce que les internautes vont s'en rendre compte? Il y a un gros problème sur la notion de propriété intellectuelle qui pourrait exploser en fait à cause de tout ça. Effectivement. Et ouais, je sais que tu as travaillé cette année sur notamment la recherche visuelle et tout ce qui concerne les images, c'est aussi une problématique de contenu. Comment est-ce que tu vois la gestion du contenu, Olivier, dans les prochaines années? Effectivement, Vincent en parlait tout à l'heure, les machines sont aujourd'hui capables de produire des images de synthèse de manière très réaliste. On peut imaginer demain des films complets qui pourraient être auto-générés, mais la créativité et l'émotionnel est effectivement un des triggers de la réussite de ces contenus. Plus on a de contenu, il y en a aujourd'hui, je ne sais plus combien, il y a de milliards d'heures de vidéos sur YouTube, mais on ne peut pas tout regarder, donc il faut choisir. Et la sélection se fait par l'amplification de la visibilité de ces contenus qui va passer, comme le disait Vincent, par les réseaux sociaux, par les communautés, par les partages, les liens. Et donc on a quand même besoin de cette réalité-là. On est en train de parler, là, c'est du contenu, hein, il y a le speech to text aussi qui fonctionne très bien. Il y a quand même du monde dans la salle. Donc voilà, on est des êtres sociaux. On a besoin de ce côté émotionnel, et c'est vrai que les machines peuvent analyser les contenus et identifier qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça déclenche de l'émotion chez l'utilisateur. On peut identifier des patterns communs, des facteurs communs sur ces sujets-là, mais après de là les créer, ça va être aussi un challenge. Côté image, effectivement, il y a de plus en plus d'API. Et c'est pas qu'il y en a de plus en plus, c'est que c'est de moins en moins cher. Aujourd'hui, pour analyser 1000 images et détecter quels sont les patterns qui sont à l'intérieur, est-ce que c'est une personne, si oui, le visage, quelle est l'émotion qui est derrière ce visage, est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est une voiture, etc. Ça coûte quelques euros pour analyser 1000 images. On a fait un test là, si vous allez voir sur ia.resoneo.com. Vous pouvez tester ce que ça donne. C'est une API là qui est une API de Google, je crois. Vous vous rendez compte à la fois de la force du système, mais aussi de la faiblesse. On n'y est pas encore. Il y a beaucoup de bruit, il y a encore beaucoup de larcènes sur la ligne, on va dire. Mais ce sont des choses qui arrivent. Donc taguer automatiquement et classer automatiquement des images, c'est super intéressant. On peut imaginer ça sur des sites de petites annonces, d'actu, même des sites e-commerce, pour normer un peu des bases de données et classer ça. On peut aussi produire des pages de contenu sur la base de contenu déjà existant avec de la génération de pages thématiques. Donc ça, c'est une des réalités du travail d'agence SEO, par exemple. Là, il n'y a pas longtemps, on avait un client, il a un blog avec 1200 articles depuis quelques années. Il n'a pas de page thématique. Or, il y a des trucs qui sont intéressants à faire avec des pages thématiques sur ces contenus-là. On a passé les 1000 et quelques contenus à une API d'extraction d'entités nommées. Et on avait nos expressions, le nombre d'URL concernés en face, et donc pour produire des pages thématiques, des pages hub, des pages chapeau, peu importe comment on les appelle, ça se fait très rapidement. Voilà. Ces API-là sont de plus en plus accessibles, et ça c'est intéressant par rapport au métier de SEO, qui est un peu d'être orchestrateur de tout ça, et notre travail, c'est pas d'être, on en parlait tout à l'heure, de se transformer en polytechnicien et de savoir faire de l'analyse de la R&D fondamentale pour monter des algos d'IA, de machine learning, mais par contre de savoir ce qui existe sur le marché et ce qu'on peut en faire, ça oui. Donc je vous invite tous à aller faire de la veille sur les différentes API, alors des mastodontes, hein, parce que c'est eux qui investissent des centaines de millions d'euros, de dollars même plutôt, chaque année sur le sujet. Mais allez voir les API dispo sur les interfaces Amazon, Google ou Microsoft. Vous verrez à la fois que c'est très abordable, très puissant. L'API, je ne sais plus, c'est Google Vision ou Google Video Intelligence. On lui file à manger 500 heures de vidéo et puis il va nous trouver, par exemple, si j'ai une photo de dauphin dans une vidéo, et ben, toutes les vidéos qui contiennent un dauphin. Et donc je peux générer sur mes vidéos une page dauphin avec toutes les vidéos concernées, la timeline exacte, à quel endroit j'ai cet élément-là. Et puis si j'ai du texte qui est parlé dans la vidéo, je vais pouvoir faire un transcript automatique, donc organiser mon contenu et le structurer pour produire des pages qui elles-mêmes deviendront des nouvelles portes d'entrée depuis les moteurs. Ça sont des choses qui sont à la fois de l'avenir, mais très proches, quoi. En tout cas, on peut le faire déjà aujourd'hui.
Et est-ce que vous pensez que le contenu généré par des humains sera demain un luxe en SEO et que la base, ce sera du contenu autogénéré? Sans doute, oui, pour ceux qui connaissent la génération de contenu, parce que moi je me dis qu'il va y avoir peut-être un fossé qui va se creuser de plus en plus, un peu comme quand on parle du fossé numérique au sein d'un pays, qui à mon avis d'ailleurs est réel. Hein. J'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on dit, il y en a qui vont être complètement sur le bord de la route. Et ils vont faire le fameux contenu fait par des humains, sauf qu'ils vont trimer et donc ils vont continuer d'en faire finalement peu ou pas assez efficace. Et de l'autre côté, oui, il y aura ceux qui sauront juger. Là, ça vaut le coup de faire un contenu hyper riche fait par des experts humains, donc complété par une base de contenu autogénéré. D'accord, donc le SEO de demain peut être très contrasté, éventuellement. Ouais. Si je peux me permettre, c'est encore plus complexe. C'est-à-dire qu'on a beau générer des contenus, les machines vont apporter par exemple ce qu'on appelle l'ultra-personnalisation. C'est-à-dire être dans la capacité de vulgariser par exemple du contenu pour les enfants, pour les adultes, pour les personnes âgées, etc., pour les personnes qui n'ont pas forcément toutes les connaissances. Donc en fait, je pense qu'on sera toujours sur une approche hybride entre l'humain qui aura cette idée, cette créativité, cet émotionnel, et les machines qui vont tout simplement servir à dériver et à produire du contenu, on va dire, mieux vulgarisé et beaucoup plus personnalisé. Et du coup, le SEO de demain, le professionnel de demain, celui qui passe son bac aujourd'hui, en juin cette année, et qui sera SEO dans quelques années, à quoi ressemblera sa formation, à quoi ressemblera son profil, ses compétences, sa fiche de poste, ses outils? Là encore, c'est très hétéroclite. Il y a besoin de différentes typologies de profils, des profils plus marketing qui vont justement être capables d'identifier les bons sujets à traiter pour rendre efficace un contenu. Les profils techniques, aujourd'hui, ce n'est pas forcément les mêmes profils qui vont être capables d'inventer une histoire à raconter pour mettre en forme un produit ou un service, que ceux qui seront capables d'optimiser la web perf du site ou de travailler sur des sujets très complexes. En revanche, c'est vrai qu'on voit une convergence de plus en plus entre les besoins, en tout cas des entreprises, de faire travailler ensemble ces profils marketing et ces profils techniques. Souvent, la clé de la réussite, c'est ça, hein, c'est de réussir à faire travailler des créatifs avec des techos. Après, nous, en agence, c'est un peu différent. On a besoin aussi beaucoup de gestion de projet, puisque pour faire avancer les projets en interne chez les annonceurs, il y a besoin de chefs de projet, tout simplement, qui savent parler le même langage que les devs, porter les projets en interne, les valoriser, les défendre, et puis bien sûr concevoir et loguer les tickets dans les RateMine et autres outils. Après, il y a toute la partie analytics et data science de manière globale. On a envoyé plusieurs dizaines de SEO se former chez Vincent, Data SEO Labs, mais aussi chez les frères Perronnet, je ne veux pas que de la pub. Mais enfin bref, on a besoin de cette compréhension-là, de savoir ce qu'on est capable de faire avec la data et avec l'IA. C'est une nouvelle facette, c'est un nouveau terrain de jeu qu'on peut exploiter pour le SEO. Donc le mouton à 5 pattes, il n'existe pas. Hein. On voit encore passer quelques annonces d'emploi pour des SEO où on cherche un stagiaire qui maîtrise à la fois l'IA de Photoshop, qui rédige très bien et qui fait le café. Donc ça, en général, on peut rêver. Donc il vaut mieux spécialiser un peu les équipes et les faire travailler ensemble de manière efficace. Et justement, Olivier, toi qui fais aussi de la formation SEO et qui est en contact avec beaucoup de SEO chaque jour, comment est-ce que tu vois le profil du SEO de demain et puis aussi ses missions J'ai exactement le même angle de vue en fait qu'Olivier. Je pense que c'est vraiment très loin la période où on pouvait imaginer un SEO généraliste et qui sait tout faire. Donc vraiment, je pense qu'il a tout intérêt, celui qui passe son bac bientôt, là, de se spécialiser en fait et d'être hyper curieux sur ce qui existe aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver. Il faut aussi absolument qu'il ait les mains dans le cambouis.
d'une façon ou d'une autre. Bon, moi je dirige pas une agence, j'ai pas recruté à tour de bras, un petit peu quand même, mais je recruterai pas quelqu'un qui n'a pas son propre site, sa propre expérience, mais même pas professionnelle forcément. Et il faut qu'il sache les outils qui existent et qui commencent à être de plus en plus curieux sur ça pour faire ce boulot où ce qu'on va lui demander, c'est de la valeur ajoutée en tant que l'humain, parce qu'il faudra absolument justement qu'il sache utiliser tous les outils, toutes les machines au sens large. Ok. Moi, je vais compléter aussi. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tous les deux, parce que la data science, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc, il y a deux grandes formations, celle des frères Perronnet et la nôtre, Data SEO Lab. Et pourquoi c'est aujourd'hui? Parce que la data science est présente absolument partout. On parle de data SEO, mais on parle aussi de data journaliste, on parle de data médecin maintenant. Et il faut savoir que, comme tout nouveau concept, il est en train d'être absorbé. Et dans 5 ans, on arrêtera de parler de data SEO. En fait, la data fera partie du SEO et toutes les techniques de data science feront partie du SEO. Là, je vais faire l'inverse, je vais être beaucoup plus généraliste. On sait tous qu'il y a 50% des métiers qui vont disparaître. Et là, maintenant, la question, c'est, voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour le futur? Il y a plein de métiers qui sont remis en cause. Mais quelles sont les grandes qualités que la machine ne pourra jamais nous prendre? Jamais, jamais, jamais. Et là-dessus, il y a des philosophes, des futurologues qui ont discuté sur le sujet. Et ces grandes qualités, on les connaît, c'est la créativité en numéro 1. C'est cette capacité à savoir communiquer en numéro 2. Cette capacité à savoir collaborer. Et la dernière, c'est la plus importante, c'est la pensée critique. Quel que soit le problème, c'est jamais blanc, c'est jamais noir, souvent c'est gris. Et c'est être dans cette capacité de se questionner en permanence, surtout en SEO, où on voit que souvent que les profils qui détachent du lot, ils sont autodidactes. Donc c'est vrai que justement là, si vous êtes intéressé au VH, on essaie de recruter un profil SEO, mais ce qui va faire la différence, c'est les candidats autodidactes qui savent se former par eux-mêmes et surtout cette capacité à prendre les bonnes décisions quand l'obsolescence est aussi forte. On est quand même dans un métier où toutes les semaines, il y a des nouveautés, etc. Et je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Donc l'avenir du SEO, il est sombre, il est plein d'espoir. Ah non, en fait, je pense qu'il faut un peu s'écarter du sombre quand on observe les SERP et qu'on se dit que Google, il veut tout son trafic. Et je trouve quand même que là, on vient de décrire un certain nombre de pistes assez optimistes. Certes, ça demande une grosse remise en question. On est vraiment plus du tout dans le SEO des années 2000, 2010. On a tourné une page là complètement. Et non, moi je le vois plutôt. Pour ceux qui vont comme ça vraiment réussir à se remettre en question, c'est pas mal, c'est très intéressant, quoi. Voilà, passionnant. Pas mieux. Merci beaucoup.